Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, était face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le projet de loi voté à l'unanimité, les membres du gouvernement ont défendu leur budget pour l'année 2025. C'est le cas aussi pour les ministres de la Transition numérique, de l'Environnement et du Tourisme. En 2025, la Côte d'Ivoire accueille les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le secrétaire général de la BAD et la ministre Nialé Kaba ont signé le protocole d'accord. La rencontre verra l'élection du nouveau président de l'institution financière internationale, un mandat de 5 ans. Et puis nous allons vous raconter la vie de Minata Fungbe. C'est une héroïne. Cette veuve et mère de 5 enfants affronte les difficultés de la vie avec un courage admirable. Elle confectionne les sachets plastiques dans les dépotoirs qu'elle revend ensuite. Ses revenus lui permettent de faire face aux charges de la maison. Et puis au moins 300 milliards de dollars annuels d'ici à 2035. Les pays développés se sont engagés ce dimanche à Bakou à la COP29 à financer davantage le changement climatique. De nombreux acteurs sont repartis dessus et en colère. Le Premier ministre en mission aux Émirats arabes unis, Robert Begré-Mombe, a rencontré ce dimanche la diaspora ivoirienne dans le pays. Le chef du gouvernement les invite à prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Herman Guivet et Adama Kéré. Abu Dhabi, ambassade de Côte d'Ivoire aux Émirats arabes unis. En mission dans le pays, le Premier ministre Robert Begré-Mombe rencontre la diaspora ivoirienne vivant dans le pays. Ils sont travailleurs indépendants, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, étudiants, loin de la terre natale. Pour diverses raisons, ils ne manquent pas une occasion de marquer leur attachement à leur patrie. Cette rencontre nous donne l'occasion d'échanger directement avec 3 personnalités clés que toute diaspora ivoirienne à l'étranger rêve de rencontrer. 1. Leur ministre de tutelle. 2. Le ministre de la Construction, qui s'occupe de l'un des secteurs d'investissement prioritaires de la diaspora. Et vous, Monsieur le Premier ministre, à travers qui ils espèrent transmettre leurs doléances aux autres membres du gouvernement, mais aussi au président de la République. Ils sont heureux et honorés de recevoir le Premier ministre et de pouvoir lui partager leurs attentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans le pays qui les accueille. Nous proposons la création, si possible, d'un hub d'affaires ivoirien aux Émirats arabes unis, d'une plateforme qui servira à soutenir nos entrepreneurs dans leur développement en facilitant leur accès au financement et au partenariat. Renforcer l'image de notre très chère Côte d'Ivoire comme destination d'affaires privilégiée aux Émirats arabes unis et surtout dans le Moyen-Orient. Le chef du gouvernement ne manque pas de leur donner des nouvelles de la Côte d'Ivoire, les invitant à venir prendre leur part au développement de la nation ivoirienne. Le pays bouge, le pays avance, le pays est bien tenu par le président Alassane Ouattara. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est maintenant le 2e pays en matière de business après le Nigeria. Vous avez une belle nation qui se développe et qui a besoin de vous. C'est de pouvoir être des hommes et des femmes qui prennent en main leur destin par la qualité du produit que vous sortez, du produit intellectuel, par la densité de ce que vous faites. À quelle porte frapper, à quel interlocuteur s'adresser en cas de besoin, les personnes ressources leur ont été présentées à l'occasion. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, les a rassurés sur les mécanismes innovants initiés afin de leur permettre d'obtenir un ACD en toute sécurité. Heureux de cet échange, les Ivoiriens de la diaspora vivant aux Émirats arabes unis ont offert des présents au chef du gouvernement ainsi qu'à plusieurs membres de sa délégation. Le Sénat matérialise cet appel. Le Forum de la diaspora ivoirienne s'est tenu à Yamoussoukro les 12 et 13 novembre. Un cadre pour mobiliser ses compatriotes à renforcer leur contribution au développement du pays. À 13h, dans le magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu Alcide Djedje, le président du comité scientifique. Il a dressé le bilan. Donc voici un extrait. Il s'agissait de consolider, de resserrer les liens entre la diaspora et la nation ivoirienne. Et cet objectif a été atteint
En fait, le ministère des Affaires étrangères gère déjà la diaspora. Oui. Mais il fallait que le Sénat, avec ses nouvelles attributions, notamment dans la Constitution de 2016, puisse participer et encourager la diaspora à rentrer en Côte d'Ivoire et à investir un peu plus en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un forum de trop, puisqu'il s'agissait de consolider, c'est-à-dire les 3 premiers forums ont posé les bases de ces liens entre la diaspora et la Côte d'Ivoire, et le Sénat, compte tenu de ses attributions, et étant donné que le Sénat représente les intérêts de la diaspora, avec le leadership de la présidente du Sénat, il fallait aider le gouvernement, venir en appui du gouvernement pour que ces liens soient consolidés, et pour qu'on dépasse ce que la diaspora a déjà comme contribution ici. La diaspora contribue à 1,3%. Nous avons un objectif de passer à 1,5% en 2026. Et la Chambre basse, elle, était en travaux en commission, l'examen des budgets à l'Assemblée nationale. Plusieurs membres du gouvernement ont défendu leur budget pour l'année 2025, dont le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, le ministre de l'Environnement et celui du Tourisme. Franck Wadio, Traoré Zakaria. Exercice hebdomadaire à l'Assemblée nationale, séance du mercredi 20 novembre. Les membres du gouvernement soumettent leur budget pour l'année 2025 aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Je voudrais remercier l'ensemble des parlementaires pour avoir adopté à l'unanimité des membres présents le budget que nous avons sollicité auprès de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation va ainsi valider à l'unanimité le budget 2025, plus de 60 milliards 780 millions de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique, Bouaké Fofana, puis le ministre des Eaux et Forêts, pour leur part, sont venus parler de leurs priorités. Pour les eaux et forêts, ce sont 10 projets qui bénéficieront d'investissements majeurs. Le budget adopté, plus de 79 milliards 187 millions de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Moi, ministre des Eaux et Forêts, nos 2 budgets ont été votés à l'unanimité. Nous ne pouvons que les remercier et leur dire que nous sommes tous disposés à continuer à travailler avec les députés. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré, sont aussi ce jour venus présenter leur bilan, mais surtout les différentes projections pour 2025. Ce vote à l'unanimité nous satisfait, mais au-delà d'une simple satisfaction, c'est aussi l'invite à redoubler d'ardeur et d'effort, et dans une complémentarité et dans une forme de synergie d'action que nous voulons travailler et déployer nos forces dans les jours et les semaines à venir. Des travaux dans le cadre de l'examen du projet de loi des finances en présence du ministre des Finances et du Budget. La cérémonie de signature du protocole d'accord des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement 2025 a eu lieu cette semaine. C'était entre le secrétaire général de la BAD et la ministre Nialé Kaba, des travaux qui verront l'élection du nouveau président de cette institution financière internationale pour un mandat de 5 ans. Dangui Dangui. Abidjan offre des infrastructures et des facilités ainsi qu'un personnel qualifié pour accueillir de grands événements. Ce sont les mots du secrétaire général du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Il venait de signer avec le ministre Kaba Nialé, par ailleurs gouverneur de la Banque africaine de développement pour la Côte d'Ivoire, le protocole d'accord des assemblées annuelles de la BAD 2025 prévu pour se tenir les 25 et 26 mai prochains en Côte d'Ivoire. Je me félicite donc de l'aboutissement de la première étape du processus de préparation, matérialisé par la signature du protocole d'accord. En effet, cette signature marque notre engagement et notre détermination dans la parfaite préparation de cet événement. Au menu, l'organisation de la 60e Assemblée du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et l'élection de son nouveau président pour un mandat de 5 ans.
La CEDEAO encourage la saine émulation entre les jeunes de la communauté. L'organisation a lancé à Cotonou au Bénin la 2e édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. L'événement va se dérouler du 5 au 9 mai 2025. Plus de 30 millions de francs CFA pour les 3 meilleures start-up des chefs d'État attendus à ce forum. Envoyé spécial à Cotonou, Walter Amadou Ouattara. Après Abuja, au Nigeria, Cotonou va abriter la 2e édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation, FARI. Pourtant, la cible, qui est la jeunesse, ignore encore les atouts de ce cadre d'expression de talent. Concernant mes attentes, il faudrait que la CEDEAO puisse promouvoir pas seulement au Bénin, mais dans d'autres pays aussi. C'est à juste titre que la CEDEAO organise cette cérémonie de lancement pour mieux faire connaître l'événement. Le thème cette année est Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Car la jeunesse est marquée par l'énergie débordante, le talent, le rêve, la passion, l'espoir et le regard vers le futur. En accueillant l'édition 2025 du FARI, le Bénin démontre ainsi qu'il a toujours été au cœur des actions de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons adopté un certain nombre de grandes décisions. La mise en place du réseau ouest-africain des académies nationales des sciences, du développement du premier satellite de la CEDEAO pour l'observation de la Terre. Et donc, vous le constatez très bien que nous sommes à Cotonou pour imprimer une page importante de l'histoire de la science. Les différentes attractions de la 2e édition du FARI, qui se déroulera du 5 au 9 mai 2025 à Cotonou, ont été dévoilées. L'un des points majeurs est la compétition régionale entre les startups qui offrent près de 31 millions de francs CFA répartis entre 3 meilleures idées d'innovation. Également annoncé, une conférence des chefs d'État, une session des ministres en charge de la recherche scientifique. Autre point majeur de cette cérémonie, le soutien exprimé par plusieurs institutions et représentants des ministères à travers des visioconférences. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus. La journée africaine de la statistique 2024 célébrée à Abidjan. L'Agence nationale a organisé une journée portes ouvertes. C'était dans les locaux de l'ENCA, dans la commune de Cocody, en présence de la ministre de l'Économie, du Plan et Développement Nialé Kaba. Ces données occupent une place importante au niveau de la vie sociale et économique du pays. Juliette Ouéa. La statistique, une science peu connue du grand public. J'entends parler, mais je ne comprends pas profondément ce que ça veut dire. C'est pour mieux instruire les populations que l'Agence nationale de la statistique organise une journée porte ouverte, et cela dans le cadre de la 34e journée africaine de la statistique. Au-delà de cette journée commémorative, nous sommes invités à mobiliser divers moyens pour sensibiliser les producteurs de données, en l'occurrence les ministères et les établissements publics et privés, ainsi qu'également le public, sur l'importance des statistiques de qualité sur tous les aspects de la vie sociale et économique. Cette journée porte ouverte vise à positionner la JS comme une plateforme essentielle pour renforcer la culture statistique. La statistique étant indispensable au développement économique du pays, le gouvernement ivoirien s'active à construire un appareil statistique robuste. Outre la création de l'ANSTAT, l'Agence nationale de la statistique, en remplacement de l'Institut national de la statistique, le gouvernement procède à l'opérationnalisation du Conseil national de la statistique et du Fonds national de développement de la statistique. Ces actions témoignent de l'engagement du gouvernement à mettre en place un système statistique fiable. À noter des conférences, expositions et autres panels au menu de l'édition 2024 de la journée porte ouverte organisée par l'Agence nationale de la statistique. Et dans l'actualité politique ce soir, les enseignants, plusieurs membres et sympathisants du RHDP bénéficient d'une formation dénommée Open Class, une innovation qui permet aux militants de renforcer leurs capacités à travers des activités ludiques. Cette session est une occasion pour les responsables du parti de passer à une autre étape dans l'appropriation de l'idéologie du parti et de ses valeurs. Souleymane Donisongou. Première édition de l'Open Class, au siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix.
Une initiative du secrétariat national chargé de la formation et de l'Institut du parti en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. La Fondation Friedrich Naumann a été sollicitée par le parti pour soutenir donc un programme de formation. Et ce programme, c'est ce qu'on appelle Open Class. C'est une classe ouverte qui est à la différence de ce qu'on voit habituellement où on met des gens dans une salle de classe pour les former. Cette fois-ci, la salle est ouverte et en public, on fait les formations. Secrétaire exécutif adjoint chargé de la formation et de l'Institut politique, professeur Justin Kofi définit ce que révèlent les concepts de l'Open Class. Ce concept, nous l'introduisons en faveur surtout des jeunes et des femmes, de façon à leur donner un espace de formation en fonction de leurs habitudes. Les jeunes aiment aller au concert, ils aiment aller pas plutôt dans les meetings politiques. Les femmes aiment l'ambiance aussi, mais une ambiance sécurisée. Donc nous avons voulu dans cet espace venir les former aujourd'hui sur ce que c'est que la formation politique et idéologique. Une occasion que les femmes du parti n'ont pas voulu se faire raconter. Les femmes de l'UFRHDP, très engagées, très déterminées, sont accrochées à la formation. Et dès qu'on les invite pour une formation, elles sont toujours prêtes, elles accourent toujours pour venir se former. En plus d'être des mobilisatrices, nous voulons également avoir la tête pleine. Savoir ce que c'est que notre parti politique, quelle est l'idéologie de notre parti politique et quel type de comportement il faut avoir pour être une femme engagée. Cette activité cognitive a vu la présence de Roger Adom, directeur de cabinet, représentant le secrétaire exécutif du parti, ainsi que le ministre Sidi Touré en tant que formateur. Allons dans le Marawi pour parler de développement local. L'ONG Action en milieu rural apporte son soutien aux femmes et aux jeunes. L'organisation non gouvernementale a lancé ses activités. Elle veut donner les moyens d'autonomisation financière dans la région. La marraine Sita Ouattara Keïta était à Saint-Fra pour exprimer son soutien à l'initiative. On le voit avec Michel Diglé. La solidarité en milieu rural dans la Marawi a un nouveau visage et une voix. Armel Zoro. À travers son ONG Action Milieu Rural, elle entend soutenir ces milliers de femmes et de jeunes de cette région qui ont besoin d'un coup de pouce pour développer leurs activités. Nous n'avons pas la prétention de tout faire, oh que non. Notre mission est simple mais profonde. Nous voulons écouter, encadrer, former, éclairer et orienter. Surtout plaider pour la cause des femmes, des jeunes et tous ceux qui portent l'espoir de nos communautés rurales. Pour y arriver, Armel Zoro pourra compter sur la marraine de l'ONG, Sita Ouattara. Les femmes gourous sont braves. Il ne peut y avoir de développement dans un pays sans l'apport, la contribution des femmes. Ma fille Armel Zorobi, soyez forte, soyez courageuse avec le soutien de votre époux et des personnes de bonne volonté, vous réussirez, Inch'Allah. Sita Ouattara a fait un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA comprenant entre autres des broyeuses, des tricycles et des produits phytosanitaires. Arrêtons-nous un instant sur la vie de Minata Fungbe. Vous allez le voir, c'est une héroïne. Cette veuve et mère de 5 enfants affronte les difficultés de la vie avec un courage admirable. Elle confectionne les sachets plastiques dans les dépotoirs dans la commune d'Adjamé, qu'elle revend. Ensuite, ses revenus lui permettent de faire face aux charges de la maison. C'est un quotidien extrêmement difficile pour cette dame, mais elle n'abandonne pas. Elle a décidé de se battre pour un lendemain meilleur. Khalil Diomandé a suivi Minata, l'héroïne de l'ombre, dans la lutte pour assurer sa survie et celle de ses enfants. Dans ce tas d'ordures, Minata, la cinquantaine révolue, s'active à rassembler des sacs plastiques et autres objets recyclables. Veuve et mère de 5 enfants, elle sillonne tous les soirs les rues et dépotoirs de la commune d'Adjamé à la recherche du maximum de sachets réutilisables. Les sachets, je ramasse ça, je lave ça très bien. Les Libanais paient ça avec moi. C'est ça que j'ai fait pour payer l'eau, courant, manger, payer l'école de mes enfants. Minata exerce cette activité depuis 4 ans. Une activité qui fragilise sa santé car elle doit régulièrement faire face aux odeurs nauséabondes et aux bactéries. Depuis que mon mari est décédé, je suis seule.
C'est Dieu qui est mon deuxième. Dans ce milieu où se débrouillent majoritairement les jeunes, le visage de courage qu'incarne Minata à son âge ne laisse personne indifférent. En tout cas, elle est courageuse, vraiment. Elle est courageuse, ça a couru ça, j'ai fait ça. Si elle n'a pas fait ça, ses enfants sont à la maison, quoi. Comme d'ordinaire, c'est aux alentours de 23 heures que Minata achève sa collecte. Elle embarque ensuite à bord d'un mini-car pour regagner son domicile. À son arrivée, nous la rejoignons dans cette modeste cour commune à Abobo. Ce soir-là, elle retrouve sa fille de 32 ans, Marielle. La jeune demoiselle, censée être une aide pour sa génitrice, est rongée depuis quelques années par un ulcère de Burili. Ses 2 pieds infectés par la maladie. La maladie là a commencé, elle était tout petite. Si elle était bien portante, elle allait m'aider. Mon cœur saigne, ça me fait mal, mais je n'y peux rien. La maladie vraiment m'éprouve beaucoup, vraiment, me calme beaucoup, vraiment, me met beaucoup vraiment en état. Que Dieu fasse un miracle pour moi, je sois guéri à 100%, pour pouvoir vraiment faire assez pour ma mère. En dépit des difficultés, Minata ne se laisse pas gagner par le découragement. Je ne peux pas abandonner, les papas ne vivent pas. Si j'abandonne, ça pousse à les enfants de faire les coloris. Moi-même, mon souci, grand souci là, que mes enfants travaillent. Ils ont des bacs. À cause de l'argent là, ils n'ont pas à aller loin. Après ces quelques minutes de répit avec sa fille, la mère de famille se remet aussitôt à la tâche. Les sachets collectés cette nuit sont trempés dans de l'eau de javel et lavés soigneusement, ce jusqu'aux environs de 2 heures du matin. Quand j'ai fini de laver, je sèche ça. Si c'est sec là, j'appelle maintenant camion qui vient prendre pour aller donner à les Libanais à Yopougon. On a ça le kilo à 100 francs. Mais quand je m'avais déposé ça, c'est pas sur le sien, on nous donne l'argent. Souvent, ça peut faire un mois et quelques. Chaque jour est un défi nouveau pour Minata. Loin de s'apitoyer sur son sort, cette héroïne de l'ombre affronte la vie avec résilience, espérant voir très bientôt le bout du tunnel. Minata, l'héroïne de l'ombre dans la lutte pour assurer sa survie et, vous l'avez vu, celle de ses enfants. Allons maintenant en culture. La soirée des créateurs dénommée Afrique Fashion Week a mobilisé de grands stylistes africains. Ce sont 15 des plus jeunes aux plus expérimentés qui étaient venus de Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal, du Mali et du Cameroun. Ils ont exprimé leur talent pour faire vivre un rêve aux mordus de la haute couture. Tout l'écosystème du textile, de la mode, de l'habillement et des accessoires s'est retrouvé à Abidjan, à l'Ivoire. Patricia Oumouetia. À l'ouverture de la 17e édition de Afrique Fashion Week, Michelle Yakis a fait revivre la Coupe d'Afrique des Nations avec les vêtements qu'elle a confectionnés pour la cérémonie d'ouverture. Michelle Yakis a fait voyager le public avec elle dans son univers en pagne tissée. Lors de cette soirée, Black Mode 266 a présenté sa collection Black Resilience. Une collection qui rend hommage à la force de la culture burkinabé en transformant des matériaux comme le pagne tissé, la chambre à air de pneus de camion, les torchons serre-pierre et la toile de jute en pièces de mode. Cette 17e édition d'Afrique Fashion Week s'est érigée comme un voyage inoubliable d'incursion et de découverte. Elle a eu pour thème foot, mode et élégance. Ce concept allie harmonieusement sport et raffinement. C'est un très bel événement qui regroupe plusieurs designers et je pense que c'est vraiment important de pouvoir présenter les designers africains. Occasion pour Isabelle Anneau de présenter sa collection Miss Anneau Style, née de la volonté d'Isabelle de vulgariser et de partager ses goûts vestimentaires avec ses fans. Chaque tenue, chaque création que nous découvrions ce soir porte en elle une part de notre histoire, mais aussi une vision de l'avenir portée par des designers talentueux et audacieux. Invité spécial de cette soirée, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, il a salué l'esprit de créativité, l'engagement et la détermination de la jeunesse ivoirienne. Bravo à celles et ceux qui, d'année en année, se modifient à travers Afrique Fashion Week. Il faut reconnaître les loisirs dans le monde aujourd'hui. Le rideau est tombé sur la 17e édition d'Afrique Fashion Week avec des stylistes et maisons de couture qui ont dévoilé leur nouvelle collection de haute couture et de prêt-à-porter. Et les grandes valeurs africaines, célébrer ces hommes et femmes qui ont marqué
la société ont été distinguées, leurs actions sociales saluées. Ces personnalités sont issues de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Cette cérémonie s'est déroulée à Marrakech, au Maroc. Des modèles appelés à inspirer toute la communauté. Et retour ici en Côte d'Ivoire en religion ce dimanche à Atekoubé, l'église Temple Mont Sinaï a célébré ses 50 ans d'existence, un cinquantenaire marqué par la solidarité et le raffermissement de la foi. Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix à Boussanogo. L'église du Temple Mont Sinaï d'Atekoubé a 50 ans, un demi-siècle célébré. Ce culte de ce dimanche est particulier et les fidèles chrétiens méthodistes sont venus en nombre, 50 années de foi et d'espérance, sans oublier l'engagement marqué par chants et prières en faveur du président de la République et l'ensemble du gouvernement. Pour ces noces de diamants, de nombreuses personnalités sont présentes, au nombre desquelles le représentant du Premier ministre et le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Paulin Claude Danho. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour qu'il nous apporte tous les jours les vertus de la patience, de l'humilité, de l'union et de la fraternité. C'est le sens de cette fête du cinquantenaire où nous sommes parés d'or pour écrire nos livres dans le livre d'or, pour ce jubilé d'or à la gloire de Dieu. Je voudrais donc au nom du Premier ministre vous saluer et vous transmettre ce qu'il n'a cessé chaque fois de dire, que nous nous aimons les uns les autres, que nous puissions cultiver la paix entre nous. La célébration des 50 ans du temple à Mont Sinaï d'Atekoubé a été aussi l'occasion pour Isaac Abodji d'honorer les pionniers de cette mission ecclésiale. Et à Biancoman, dans l'ouest du pays, le président de la République a fait un don de 5 millions de francs CFA à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Cette somme, acheminée par son chef de cabinet, Claude Saï Smoro, vient contribuer à l'achèvement de l'édifice religieux. Chris Diomandé, Siakakone. 5 millions de francs CFA, c'est le don du président de la République Alassane Ouattara à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Biancoman. Un geste qui vient contribuer à l'achèvement de cette église catholique. Des chants de louanges en langue d'an pour bénir la vie du donateur et rendre gloire à Dieu pour sa main mise sur la Côte d'Ivoire. Pour le curé Gassa Pierre, l'acte posé par le président Alassane Ouattara vient donner de la joie à tout un peuple. C'est un geste qui reste gravé dans l'esprit des fidèles chrétiens catholiques de Biancoman. Et je dis merci encore au président de la République pour son don. L'envoyé du président de la République, Claude Saï, cadre de la région, s'est dit fier du geste du grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Pour lui, c'est une mission accomplie. C'est donc des prières de paix que j'ai demandé au Père curé à l'endroit de la Côte d'Ivoire, mais surtout à l'endroit du président de la République. Faire en sorte qu'il continue d'être la boussole et que la paix intérieure, la paix profonde continue d'habiter le président de la République. Des prières dans les églises catholiques pour une paix durable en Côte d'Ivoire sont prévues dans les jours à venir dans la région du Tonkoui. Et on va refermer ce journal avec le tour de l'actualité internationale, une revue des grands points de la semaine écoulée, le 7 sur 7 avec Lanciné Bakayoko. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Anwar Ibrahim, Premier ministre de Malaisie et président de l'ASEAN, ce lundi en marge du sommet du G20 de Rio Janeiro. Les deux dirigeants se sont félicités de cette première rencontre qui permettra d'approfondir les liens entre la France et la Malaisie dans de nombreux domaines, que ce soit la défense, l'énergie ou la coopération dans l'Indo-Pacifique. Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi, au 1000e jour de son offensive contre l'Ukraine, le décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, juste après que les États-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles à longue portée. Au Ghana, moins de 3 semaines avant les élections générales du 7 décembre 2024, le principal parti d'opposition a accusé le président Nana Akufo-Addo de vouloir truquer le scrutin en faveur du NPP.
La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il est reproché au Premier ministre Netanyahou son implication dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des faits allant au moins du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024. Prestation de serment des nouveaux ministres ce vendredi en présence du président de la République, Prishdivaraj Rupoun. Le cabinet est composé de 24 ministres. Ils seront épaulés de 10 ministères délégués, les junior ministers. 2 femmes seulement font leur entrée au Conseil des ministres. Le gouvernement laotien s'est dit samedi dans un communiqué profondément attristé par la mort de touristes étrangers, exprimant sa sincère sympathie et présentant ses condoléances aux familles des personnes décédées. Il a précisé qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'incident et traduire les auteurs en justice. La COP29 a adopté plusieurs décisions dimanche 24 novembre. La principale a fixé aux pays riches l'obligation de financer 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour soutenir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des pays en développement. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Marie-Longue Goran. Ce soir, le sage nous apprend que c'est de la vache qu'il faut espérer avoir le lait. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.